Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Avant tout propos, nous voudrions en cette veille du 65e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté internationale souhaiter une bonne fête nationale. Oui, une bonne fête nationale à toutes les Béninoises et tous les Béninois d'ici et d'ailleurs. Nous voudrions également nous incliner et saluer la mémoire de tous les pères fondateurs, de toutes les personnes qui ont travaillé de façon inlassable, de près ou de loin, afin que la chose soit réalité aujourd'hui et que je sois en train de fêter, célébrer ce 65e anniversaire. Et donc, dans la même dynamique, nous voudrions saluer, nous incliner devant la mémoire de tous les présidents qui se sont succédés à la tête de notre pays depuis le temps des indépendances. Depuis donc le président Hubert Koumaga, le feu président Hubert Koumaga, jusqu'à la transition dans l'ère du renouveau démocratique qui, à travers la conférence des forces vives de la nation de février 90 et qui a vu porter, n'est-ce pas, la tête de notre pays pour la première fois dans l'ère du renouveau démocratique, son Excellence le président Nicéphore Dieudonné Sommo. Et donc à sa suite, pour 2 mandats successifs, nous avons connu le feu président Mathieu Kérékou, général Mathieu Kérékou. De 1996 jusqu'en 2006. De 2006 en 2016, à sa suite, nous avons connu le président Thomas Boni Yahi, et qui donc depuis 2016 a passé le flambeau à celui qui siège actuellement dans le fauteuil présidentiel, celui-là qui dirige ce pays depuis 2007 de maître, nous voulons nommer son Excellence le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous voulons saluer chacun pour le rôle et pour l'effort, pour le travail qui a été fait à la tête de notre pays. Vous savez, nous, au niveau de l'Association panafricaine pour l'éveil des consciences, comme c'est devenu notre habitude, en de pareilles circonstances, nous livrons à cet exercice qui nous permet d'apporter notre petite réflexion à la construction globale de ce qu'on peut considérer comme édifice national en matière de réflexion pour faire bouger les choses dans notre pays. Et notre dynamique, notre rôle, notre intervention s'inscrit davantage dans un souci d'éveil collectif de conscience, aussi bien pour les Béninois, aussi bien pour les dirigeants d'ici et d'ailleurs, surtout pour l'Afrique. On peut remarquer effectivement que les années 60 ont remarqué pour la plupart des pays d'Afrique, n'est-ce pas, les temps des indépendances. Et on se rendra à l'évidence, effectivement, que, un peu comme le Bénin, beaucoup d'autres pays, n'est-ce pas, ont déjà célébré ou vont célébrer dans les jours à venir au moins 60 ans d'indépendance, d'accord, de souveraineté affichée. Mais la question que nous posons, c'est de savoir, pour cette marche que nous avons faite pendant plusieurs décennies, au moins 6 pour la plupart des pays, est-ce que nous sommes dans la réalité de l'indépendance? L'indépendance telle que voulue par les pères, l'indépendance comprise, l'indépendance, d'accord, incorporée, l'indépendance affirmée et affichée, ou sommes-nous jusque-là dans ce qu'on peut appeler le symbolisme de l'indépendance? La question mérite d'être posée, n'est-ce pas? Et c'est justement à cet exercice que nous allons nous livrer en choisissant quelques domaines, environ 3 ou 4, n'est-ce pas, et étayer un peu notre argumentaire. Lorsqu'un pays se dit indépendant, bien sûr, on peut penser un certain nombre de critères à travers des domaines, des secteurs, d'accord, qui peuvent servir une sorte de baromètre, afin d'apprécier si véritablement il peut s'afficher comme véritablement un pays indépendant. Le premier domaine, ça va être le domaine de la sécurité et de la défense. Le domaine de la sécurité et de la défense. Lorsqu'un pays se dit indépendant, il doit se donner les moyens. Les moyens afin d'assurer pleinement, soit seul ou avec des partenaires stratégiques, la sécurité de l'ensemble de son territoire et d'assurer de ce fait également la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur du pays. C'est vrai que la question de la sécurité, la question de défense est une question sensible. Et c'est pour ça qu'il faut y aller avec tact. Et en la matière, nous voudrions déjà remercier et féliciter le gouvernement
pour tout ce qui est fait jusque-là. Tout ce qui est fait jusque-là et souhaiter davantage que l'on puisse déployer, l'on puisse user de moyens didactiques, de moyens sophistiqués, de moyens informatiques, de moyens logistiques, de moyens technologiques de dernière génération afin que la mission confiée aux différentes personnes qui ont cette lourde mission, que cette mission soit une mission réussie. Et nous marquons également une pause pour, n'est-ce pas, saluer la mémoire. Saluer la mémoire de tous nos soldats. Tous nos soldats qui, en défendant la patrie, sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main. Et nous saluons également donc, les différentes familles et à travers l'APEC, nous rappelons que la République ne les oubliera pas. Et oui, le domaine de la défense est un domaine sensible. C'est pourquoi nous devons toujours soutenir, n'est-ce pas, nos gouvernements et surtout soutenir nos soldats afin que la chose soit une réalité. Voilà le premier critère qui peut être utilisé pour vérifier effectivement si un pays est indépendant. Et nous avons attiré votre attention sur une allégation récente. Une allégation récente du président français, le président Emmanuel Macron, lors de la célébration du 14 juillet passé, où il disait ceci. Il disait, avec le ton solennel, avec la respiration qui va avec, que lorsqu'on parle des questions de liberté, quand on parle de la liberté que je mets sur le même pied d'égalité que l'indépendance, il disait, en soi, que pour être libre, il faut être craint. Et que pour être craint, il faut être fort. Je pense bien là qu'il a dit tout simplement comme ça, mais en réalité, tout y est. On peut le comprendre de différentes manières. Alors, nous allons nous intéresser au deuxième critère, au deuxième domaine. Il s'agit bien là du domaine de l'agriculture. C'est un peu comme le ferait un père de famille. Lorsque vous êtes un père de famille et que vous avez 2, 3, 4 enfants et que vous n'arrivez pas à assumer de façon régulière à ce besoin existentiel, qui est un besoin non négociable parce qu'on ne peut ne pas coudre un nouveau habit tous les jours. On peut ne pas aller à l'hôpital tous les jours, mais il n'y a pas de jour où un être humain normal, si ce n'est pas un choix personnel, ne met rien, n'est-ce pas, dans son ventre. C'est un besoin non négociable. Et donc, la question de l'autosuffisance alimentaire, c'est une question non négociable pour nos États. C'est pourquoi, encore une fois, au niveau de l'APEC, nous félicitons le gouvernement pour ce qui est fait jusque-là. Nous demandons à ce que, n'est-ce pas, on intensifie encore plus la dynamique vis-à-vis de la culture vivrière, afin que les produits vivriers, qu'il y en ait davantage, qu'il y en ait en abondance et à des coûts plus accessibles, afin qu'il y ait beaucoup plus de maïs, qu'il y ait beaucoup plus de mil, de sorgho, de manioc, qu'il y ait beaucoup plus d'igname et des autres produits usuels et à des coûts accessibles, afin que la réalité de l'autosuffisance alimentaire puisse être partagée par toutes les Béninoises et tous les Béninois. Parce que la chose se fait déjà avec la culture de rente, qui est très utile dans la dynamique économique d'un pays, mais nous souhaitons que l'on fasse également davantage pour la culture vivrière. La chose est d'autant plus importante que lorsque, en tant qu'État, lorsque, en tant que pays, vous n'arrivez pas à survenir dans une large mesure à ce besoin existentiel, alors des questions peuvent se poser. C'est vrai que la nation n'a pas pour vocation de distribuer du pain à tous les enfants du pays. Mais fondamentalement, elle doit travailler suffisamment. La République, avec les responsables, doit travailler suffisamment afin de créer un environnement favorable. Un environnement qui permette à tous les enfants du pays, chacun, dans le couloir où se situe, et dans la mesure de l'effort qu'on sentit par chacun, de pouvoir vivre cette autonomie, cette autosuffisance alimentaire. Et dans la même dynamique, nous allons attirer encore une fois notre attention sur quelque chose de simple, mais qui est peut-être déjà passé. Qu'il vous souvienne, lorsque la guerre russo-ukrainienne a déclaré sur le vieux continent, l'homme fort de la Russie, le président Poutine, je vais nommer, a utilisé, entre autres, comme moyen de guerre, les moyens alimentaires, si je peux ainsi m'exprimer. Il avait décidé de couper l'approvisionnement, je crois en blé, d'accord, qui devait inonder tous les marchés européens, les marchés africains. Il avait fermé le robinet, n'est-ce pas, pour l'approvisionnement de cette denrée. Et on se rappelle ici que des hommes d'État d'Afrique, n'est-ce pas, ont pris leur avion, ils sont allés jusqu'en Russie et, dans un premier temps, certes, demander que le président Poutine arrête avec la guerre. Mais il n'a pas échappé également de revenir sur la question alimentaire, cette question alimentaire, et on demandait à ce que, n'est-ce pas, qu'il soit permis à ce que le blé soit livré dans
ces différents pays d'Afrique et où cette denrée alimentaire était vraiment très utilisée. Et lorsqu'on prend la chose de façon linéaire, on pourrait juste la voir comme une réponse humanitaire, une réponse amicale à une demande faite par un responsable. Mais lorsqu'on reste dans la dynamique de l'Africaine fière, je vous rappelle, à l'époque, ça fait beaucoup de mécontents, n'est-ce pas? Ça fait couler beaucoup d'encre, qui fait beaucoup de mécontents sur le continent. Effectivement, lorsqu'on reste dans la dynamique, la posture de l'homme fier. Fier, quelqu'un qui est dans un pays qui se dit être indépendant, on peut être gêné que l'on soit obligé d'aller faire tout ce trajet pour lui demander simplement que l'on livre du blé. Imaginez ce que ces présidents ou ce président, pour le cas que je cite, dirait, qu'est-ce qu'il penserait au départ, après le départ de cette délégation. Il dirait, ces gens, s'ils se disent qu'ils sont indépendants, mais ils ne sont même pas capables. Ils ne sont même pas capables, ensemble avec les enfants du pays, ensemble avec les têtes pleines du pays, de penser des stratégies afin d'intensifier des cultures qui font, ou à défaut d'avoir du blé, de penser à avoir donc des denrées ayant même valeur nutritive dans le pays afin qu'ils ne soient pas obligés de venir, de faire tout ce trajet pour venir négocier que du blé. C'est de cette question qu'il s'agit. Il s'agit là de ce que la question de l'autonomie, de l'autosuffisance alimentaire est bien une question d'affirmation de souveraineté, est une question de fierté nationale et doit être inscrit comme élément essentiel dans le programme d'action de tout gouvernement d'Afrique et d'ici pour ceux qui sont là et pour ceux à venir. Voilà ce que nous disons par rapport au domaine de l'agriculture. La santé. Eh oui, la santé. Le domaine de la santé est également un domaine qu'on peut questionner lorsque nous parlons de la souveraineté d'un État, lorsque nous parlons de l'indépendance de l'État. Et en la matière, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, comme pour tous les autres domaines. Alors, encore une fois, nous voudrions féliciter l'équipe à la tête du département ministériel, c'est la santé, avec toutes les stratégies qui sont pensées, toutes les autorités, tous les organes qui sont mis en place, et ce qui permettent de façon active, de façon proactive, à penser des stratégies qui permettent de faire bouger un peu les choses dans le domaine de la santé. Et nous faisons mention spéciale pour l'autorité, à l'endroit de l'autorité de la RSPT, de la santé, qui fait beaucoup de choses avec une dynamique proactive qui permettent de régler les problèmes, je vais dire, structurels et organisationnels. Mais la réalité dans le domaine de la santé est qu'il s'agit d'un domaine où c'est l'humain. L'humain, grand H, qui travaille sur l'humain. Lorsque je pense donc pas à des stratégies qui permettent à toucher un minimum la conscience de l'homme, on voit toujours qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et ce que nous suggérons au niveau de la paix, c'est que, encore une fois, qu'on se donne les moyens d'aller constater dans la volonté de vivre un peu plus le dysfonctionnel dans le système, qu'on se donne les moyens d'aller constater les écarts. Aller constater les écarts, c'est aller en tant que chef. En tant que chef, non pas dans le manteau, non pas dans le costume, non pas dans l'habit du chef, mais aller en tant que simple citoyen pour aller observer. Aller dans les urgences, aller voir comment ça se passe. Aller s'asseoir et observer. Observer non pas pour sanctionner. Observer non pas pour sévir, mais observer pour constater soi-même les écarts. Observer et questionner. Observer pour comprendre la mentalité. Observer pour voir ce qui est dysfonctionnel. Observer dans les urgences, dans les maternités, dans les pédiatries, dans les grands centres, pour voir un peu comment ça. Observer comment ça se passe dans les consultations. Se donne les moyens d'aller voir, d'aller fouiner son nez. Et c'est cela qui nous permettra, n'est-ce pas, de relever tous les écarts. Observer en questionnant les dossiers. Observer en livrant les dossiers. Observer en questionnant ceux qui sont sur le terrain et de leur demander de façon objective et de façon rationnelle quels sont les écarts, quelles sont les difficultés. Et c'est de cette façon qu'on pourra avoir le retour de tout ce qui peut être considéré comme écart. Parce que la réalité en matière de la prise en charge sanitaire, la réalité en matière du système sanitaire d'un pays comme la Belgique, comme la France, peut ne pas être la même pour le Béninois, pour les Béninois avec notre mentalité. C'est des questions utiles et essentielles. Il y a bien d'autres. Il y a la question de l'hygiène hospitalière avec les infections nosocomiales. Nous allons pouvoir questionner quelle est la part des infections nosocomiales dans tous les cas de décès que nous enregistrons dans nos hôpitaux. C'est des questions essentielles. Il y a également les questions, n'est-ce pas, d'assainissement des centres, des façades, de la devanture des centres qu'on doit essayer de régler de parer au plus tôt. De faire en sorte qu'il y ait un bon cadre dans toutes les structures sanitaires. La question des voies d'accès de cette différence, parce que ce qui se passe dans notre pays, n'a pas encore un système qui permette de départir de façon réelle les familles des patients de la réalité de la prise en charge. Les familles sont encore activement et pleinement impliquées dans
la prise en charge. C'est-à-dire que c'est la même personne, la même famille qui a acheté les produits en ville, c'est la même personne qui va traverser la ville, c'est la même personne qui va retourner à la maison, tourner toutes les surfaces, c'est la même personne qui viendra à l'hôpital avec les autres produits, c'est la même personne qui, en temps, a été éclaboussée parce qu'il est rattrapé par, surpris par une pluie et taché avec ses bottes, avec ses chaussures. C'est la même personne qui reviendra vers le patient pour éventuellement administrer les produits quand il ne s'agit pas d'administration par voie parentale, je veux dire. Et donc, à partir de tous ces éléments, nous devons comprendre que nous devons intégrer tous ces éléments et penser à des mécanismes qui nous permettent de corriger tout ceci afin de proposer des solutions vraiment intéressantes pour faire décoller, pour faire bouger les choses dans le sens du positif dans le secteur de la santé. Et lorsque je reviens maintenant sur le plan de l'autonomie, puisque je parle de l'indépendance, de la liberté, si vous voulez, alors, est-ce que en tant que pays indépendant, dans ce domaine de la santé, qui est un domaine vraiment fleurissant, est-ce que nous allons continuer, alors que nous disons que nous sommes des pays indépendants, par importer tous ces ingrédients qui sont des ingrédients, qui sont des intrants, des ingrédients, je dirais, rudimentaires? Est-ce que nous allons continuer par importer des abaisse importer des stéthoscopes, importer des thermomètres, importer du NaCl en bouteille, importer du sérum salé, importer du sérum glucosé, importer tous ces trucs-là et dire que nous sommes des pays indépendants? Quelle est la part, quel est le seul minimum d'autonomie que nous affirmons avec tous nos techniciens dans ce domaine, avec tous les ingénieurs, n'est-ce pas, qu'on peut poser dans les différents secteurs dans ce domaine pour dire que nous avons un minimum d'indépendance. Je vais attirer votre attention sur quelque chose qui s'est passé récemment et qui se passe encore. Récemment, nous avons été, et nous l'avons relevé d'ailleurs dans un visuel que nous avons fait, nous sommes allés jusqu'à manquer du NaCl dans les pharmacies. Dans les grandes pharmacies entre Cotonou et Calavi, nous avons manqué du NaCl. Il faut parcourir 10, 15, 20 pharmacies pour avoir du NaCl. Ce n'est que du sel embouteillé. Est-ce que nous ne pouvons pas penser à des mécanismes qui nous permettent d'arracher notre indépendance par rapport à la production de ces étranges hygiènes? Et actuellement, ça se passe encore avec la disponibilité pour l'aspirine. Oui, cette molécule d'usage qui se livrait dans les pharmacies, d'accord, lorsque c'est la forme générique à 100 francs la plaquette. Aujourd'hui, il n'y a plus de l'aspirine sous cette forme en pharmacie, dans les pharmacies. Et tout le monde maintenant se calcule sur l'aspirine qui est vendue en boîte. Et donc, la majoration du prix, lorsqu'on calcule, on tient compte du contenu, ça fait une majoration de plus de 500% entre les 3 plaquettes qui sont dans le carton et les 3 plaquettes qu'on aurait pu acheter à 300 francs simplement. Est-ce qu'on ne peut pas mettre nos techniciens sur ces dossiers afin que nous ayons les moyens, nous donnons les moyens de produire ces molécules d'usage? Voilà autant de choses qui doivent nous intéresser et à ces occasions, qui doivent revenir et nous faire réfléchir pour voir dans quelle mesure, dans quelle proportion affirmons-nous, exprimons-nous vraiment notre indépendance. Nous allons nous arrêter là par rapport au domaine de la santé, allons tomber sur le dernier domaine. Sur le dernier domaine, nous ne ferons plus de gymnastique, nous ne ferons plus de développement. Il s'agit bien là du domaine de l'éducation scientifique. Je dirais même que c'est le plus important. Là, on met en quatrième position, justement parce que c'est le plus important. Et là, nous avons déjà fait, sous le compte, sous couvert de l'APEC, nous avons déjà fait également une vidéo pour parler de ce que doit être l'éducation nationale, l'éducation scientifique. Il s'agit simplement de réfléchir ici et de penser, n'est-ce pas, un système éducatif qui permet de nous trouver des ingénieurs que nous appliquerons au domaine de la défense, de la sécurité, comme nous l'avons dit. Des ingénieurs qui sachent fabriquer des drones, qui sachent fabriquer ou savent monter ou savent conduire les appareils volants. Des ingénieurs qui soient versés dans tout ce qui est l'arsenal informatique dans le domaine de la sécurité et de la défense. C'est ce qu'il faut faire. Et on fait la même chose vis-à-vis du domaine de l'agriculture. Il faut que nous ayons des techniciens, des ingénieurs suffisamment outillés, qui aient de la connaissance pour la fabrication de machines agricoles usuelles. Même si nous n'arrivons pas à tout fabriquer, les machines les plus usuelles, qui sont des outils, d'accord, qui sont très importants, on peut avoir des ingénieurs. Pensez à un système éducatif qui permettent de fournir des ingénieurs pour soutenir également ce domaine. Également, les intrants que nous utilisons, les engrais différents types, et avec la connaissance fondamentale qu'ils auraient acquise, ils peuvent penser par eux-mêmes, n'est-ce pas, à nous faire des innovations dans ce domaine. C'est ce qu'il faut faire afin que la question de l'autosuffisance soit une réalité. Nous faisons la même chose avec le domaine de la santé. Tout ce que nous venons de dire, les thermomètres, les abaissants, tout ça, les techniciens peuvent le fabriquer. Si nous avons à donner la connaissance utile à nos enfants, je crois qu'ils peuvent, n'est-ce pas, se donner les moyens, ensemble avec la dynamique, une volonté politique bien affichée, ils peuvent arriver à fabriquer tous ces trucs-là. Et alors, de façon fière, comme l'auraient voulu les pères fondateurs, on peut se dire, sans se tromper, que nous ne sommes pas dans seulement le symbolisme de l'indépendance,
mais que nous sommes dans la réalité de l'indépendance vécue avec fierté, de l'indépendance comprise avec fierté et de l'indépendance affichée. Voilà ce que nous avons dit à partager avec vous sur ce sujet. Et encore une fois, nous souhaitons une bonne fête nationale à toutes les Béninoises et à tous les Béninois d'ici et d'ailleurs. Et que vive le Bénin, vive la République. Je vous remercie.